Nous sommes en mars 2020. Vous ouvrez votre application bancaire un matin et là vous voyez votre portefeuille rouge. Moins 15, moins 20, moins 30% en quelques jours à peine. Partout autour de vous, les gens paniquent. Les chaînes d'infos en continu répètent en boucle les mots effondrement, récession, catastrophe. Vos collègues vous disent de tout vendre, votre beau-frère probablement déjà tout vendu, votre banquier ne répond plus et au même moment, à l'autre bout du monde, quelques investisseurs, pas des génies, pas des extraterrestres, font exactement le contraire. Ils achètent calmement, méthodiquement, sans paniquer. 2 ans plus tard, les marchés avaient non seulement récupéré, mais inscrit de nouveaux records. Ceux qui avaient vendu dans la panique avaient cristallisé leurs pertes, ceux qui avaient acheté dans la panique avaient réalisé certains des meilleurs rendements de leur vie. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que le crack va arriver, parce que la réponse est oui, c'est une certitude historique, on ne sait pas quand, mais dans les prochaines années. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant un crack et comment faire pour ne pas être du mauvais côté. Donc bonjour à tous, je suis Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et directeur des opérations du logiciel Value MC Screener, Divis pour les intimes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va décortiquer la psychologie des cracks boursiers. Pas avec des graphiques incompréhensibles, pas avec du jargon financier, mais avec des mécanismes concrets, des études scientifiques et des exemples réels qui vont vous faire comprendre pourquoi votre cerveau est votre pire ennemi en bourse et comment le recadrer. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montre comment on utilise concrètement ces principes pour identifier des opportunités exceptionnelles, même et surtout quand les marchés plongent. Donc commençons par une question simple mais fondamentale, c'est pourquoi est-ce que des gens intelligents ou pas, des personnes lambda, rationnelles dans leur vie quotidienne, font des erreurs aussi catastrophiques en bourse. Parce qu'on a beau nous le répéter, pourquoi un médecin brillant, un avocat peuvent-ils vendre toutes leurs actions dans la panique exactement au pire moment? Et la réponse, elle n'est pas dans l'intelligence, elle est dans la biologie. Parce que imaginez la scène suivante. Imaginez que vous êtes dans la savane africaine il y a 50 000 ans. Vous marchez avec votre tribu et soudain vous voyez 10 membres de votre groupe courir dans la même direction à toute vitesse et en criant. Qu'est-ce que vous faites? On est d'accord, vous restez pas immobile à analyser la situation. Vous ne sortez pas un tableau Excel pour évaluer la probabilité de danger. Non, vous courez aussi vite que les autres. Immédiatement parce que dans la nature, ceux qui prenaient le temps de réfléchir pendant une attaque de prédateurs, eh bien ne survivaient pas pour transmettre leur gène. Et donc notre cerveau, ce que j'essaie de vous dire par rapport à ça, c'est que notre cerveau a été conçu pour imiter le comportement du groupe dans les situations de danger. Les neuroscientifiques d'ailleurs appellent ça la preuve sociale. C'est-à-dire que si tout le monde fait quelque chose, il y a sûrement une bonne raison. Et c'est un réflexe de survie qui a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années. Le problème derrière tout ça, c'est qu'en bourse, ce réflexe vous tue. Pourquoi? Parce que quand tout le monde vend, ça ne signifie pas qu'il y a un prédateur. Ça signifie souvent que les prix sont en train de tomber sous leur valeur réelle et que c'est le meilleur moment pour acheter. Mais c'est pas tout. Il y a un deuxième biais cognitif qui est encore plus puissant et qui est l'aversion aux pertes. Des chercheurs en économie comportementale ont démontré que la douleur psychologique de perdre 100 euros est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. 2 fois. C'est pas symétrique. C'est-à-dire que votre cerveau traite les pertes comme une menace existentielle et il va tout faire pour les stopper, même si stopper signifie vendre au pire moment et transformer perte latente en perte réelle. C'est d'ailleurs l'étude de Kahneman et Tversky, le prospect theory, prix Nobel d'économie 2002, qui démontre que les individus ressentent les pertes 2 à 2,5 fois plus intensément que les gains équivalents, et c'est le fondement de l'aversion à la perte. Et il y a aussi un troisième mécanisme, ce que les neuroscientifiques appellent le biais du recours immédiat. C'est-à-dire que quand votre portefeuille est en rouge et que vous voyez les chiffres baisser chaque jour, votre cerveau interprète cette douleur comme un signal d'action urgente. Fais quelque chose, n'importe quoi, mais fais quelque chose. Et la pire décision financière, c'est vendre dans la panique. Et c'est souvent celle qui soulage le plus à court terme. C'est exactement pour ça qu'elle est si difficile à éviter. Il y a d'ailleurs une étude de Barber et Odin de 2000 qui est une analyse de 66 000 comptes de courtage sur 7 ans, et les investisseurs individuels qui tradent le plus activement sous-performent le marché de 6,5% par an en moyenne. Maintenant, je vais vous prendre une analogie assez simple qui est l'analogie de l'iPhone, comme une note. Imaginez que vous êtes sur Amazon, vous regardez un iPhone à 1000 euros. Quelques jours plus tard, vous recevez une notification, vous allez le voir, il y a une grosse période de solde. Le même iPhone, je précise exactement le même, est affiché à 500 euros. Qu'est-ce que vous faites? Vous paniquez pas, vous n'appelez pas votre banquier pour lui dire «Oh non, le prix a baissé, il doit y avoir un problème». Vous êtes plutôt heureux. Vous en achetez peut-être un, deux, un pour vous, un pour vous offrir. Maintenant, imaginez ce même scénario en bourse. Vous avez une belle entreprise que vous admirez depuis longtemps. Son action était à 100 euros et vous la trouviez un peu chère. Un crack arrive, elle tombe à 50 euros. L'entreprise n'a pas changé, ses produits sont toujours là, ses clients sont toujours là, ses revenus sont toujours là. Juste, son prix a baissé. Que faites-vous dans la plupart des cas? Statistiquement, la majorité des gens paniquent. Ils voient le rouge, ils entendent les médias crier catastrophe et ils vendent. Ou pire,
ils n'achètent pas alors qu'ils ont une opportunité rare devant eux. Et la bourse, je précise quand même, c'est le seul magasin au monde où quand les soldes arrivent, les clients fuient au lieu de rentrer. Et comprendre ça, c'est vraiment comprendre, vraiment le comprendre profondément, hein, c'est la moitié du chemin vers l'investissement intelligent. Maintenant que vous comprenez pourquoi eh bien, votre cerveau, on va dire, réagit mal, regardons ce que dit l'histoire. Parce que l'histoire des marchés financiers est un des plus corpus de données, si je puis dire, les plus riches qu'il existe, et il raconte une histoire très claire. Et il existe 4 niveaux de baisse sur les marchés, il est crucial de les distinguer. Ce ne sont pas les mêmes bêtes et elles n'appellent pas les mêmes réactions, vous allez comprendre. Le premier niveau, c'est le pullback, ou le repli. C'est-à-dire que le marché baisse de 5 à 10%. Ça arrive presque chaque année, parfois 2 fois par an. C'est aussi normal que la météo changeante. Si vous paniquez à chaque pullback, vous allez vous ruiner en frais de transaction et en mauvaises décisions. Le deuxième niveau, c'est la correction. C'est-à-dire qu'une baisse de 10 à 20%. Ça arrive généralement tous les 1 à 2 ans, même si attention, on n'a pas de boule de cristal. C'est-à-dire c'est le marché qui respire, qui ramène des valorisations un peu trop élevées vers des niveaux beaucoup plus raisonnables. C'est souvent une opportunité d'ailleurs pour renforcer des positions. Le troisième niveau, c'est le marché baissier ou ce que j'appelle le bear market. C'est-à-dire une baisse 20 à 40%. Ça arrive selon les estimations, encore une fois, on n'est jamais sûr pour l'avenir, hein, tous les 5 à 6 ans. Et c'est souvent lié à un ralentissement économique réel. C'est là que la peur devient un peu plus intense et que les meilleures opportunités commencent à apparaître pour ceux qui ont préparé leur cash. Et le quatrième niveau, c'est le crack. C'est une baisse de 40% ou plus et ça arrive environ tous les 10 à 20 ans. On l'a vu en 1929, 2000, 2008 et dans une moindre mesure 2020. Donc c'est pas 10 à 20 ans, c'est pas quelque chose d'universel. Et là, à ce moment-là, c'est là que la panique est totale, que les médias annoncent la fin du monde et que si vous avez fait votre travail d'analyse, vous pouvez accéder à des opportunités qui n'existent nulle part ailleurs. Maintenant, si on regarde les chiffres, eh bien, un peu de façon un peu plus brute. Depuis 1926, le marché américain a connu en moyenne une correction de plus de 10% environ une fois par an. Un bear market tous les 3,5 années. Et malgré tout ça, malgré 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, la guerre froide, le 11 septembre 2008, le Covid et j'en passe, le S&P 500, qui est un indice américain, hein, a délivré un rendement annualisé moyen d'environ 10% par an sur 100 ans. 100 ans, 2 guerres mondiales, des dizaines de crises et le marché a quand même multiplié votre argent. Donc la vraie question, donc pas est-ce que le marché va baisser, mais est-ce que je vais rester investi assez longtemps pour profiter de cette hausse structurelle? D'ailleurs, il y a des données assez clés de JP Morgan qui l'a sorti en 2024 et cette étude dit qu'un investisseur qui aurait raté les 10 meilleures journées de marché du S&P 500 entre 2003 et 2023 aurait eu un rendement annualisé 3,5% au lieu de 9,8%. C'est-à-dire que ces 10 meilleures journées se sont souvent produites pendant ou juste après des cracks, quand la plupart des gens étaient sortis du marché. Et c'est ça le paradoxe qui est plutôt brutal, hein. Les investisseurs qui vendent pendant les cracks pour protéger leur argent, eh bien ratent souvent les meilleures journées de rebond qui arrivent exactement pendant les périodes de panique maximale. Donc, sortir du marché pour éviter la baisse, c'est souvent aussi rater la hausse. Bon, on a vu pourquoi le cerveau déraille. Maintenant, eh bien, on va passer au plus concret, si je puis dire. Voici les 5 erreurs que font presque tous les investisseurs pendant un crack et ce qu'il faut faire à la place. Déjà, l'erreur numéro 1, c'est vendre dans la panique. Et ça, c'est l'erreur reine. Vous voyez votre portefeuille passer de 100 000 à 70 000 euros et votre cerveau crie « vends tout avant que ça aille à zéro ». Mais voici ce que vous devez comprendre. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Ce que vous voyez, c'est une perte sur le papier. L'attente non réalisée. Le jour où vous vendez, en fait, vous transformez cette perte virtuelle en perte réelle. Et vous privez toujours, quasiment, du rebond qui suit. L'erreur numéro 2, c'est chercher le point bas, c'est-à-dire timer le marché. C'est-à-dire que j'attends que ça touche le fond pour acheter, ça semble rationnel. Et c'est en réalité l'une des stratégies les plus coûteuses qui soit parce que personne ne sait où est vraiment ce fond. Ni vous, ni les professionnels de Wall Street, ni les économistes. Ceux qui attendent le point bas attendent souvent trop longtemps et achètent finalement après le rebond au prix le plus élevé. La solution pour tout ça, c'est le lump sum, c'est-à-dire que vous mettez une somme fixe eh bien, sur votre on va dire, sur votre compte d'investissement sur votre courtier chaque mois. Et tous les 6 mois, vous investissez en une fois, déjà pour limiter les frais et psychologiquement, c'est plus facile. La troisième erreur, c'est acheter n'importe quoi parce que c'est moins cher. Un crack, c'est aussi un piège parce que tout baisse, les bonnes entreprises comme les mauvaises. Et certains investisseurs achètent ce qui a le plus baissé pensant faire une affaire. Mais attention parce que parfois une action chute de 80% parce qu'elle mérite de chuter de 80%. L'entreprise est structurellement abîmée, son modèle ne fonctionne plus, sa dette est insoutenable. En bourse, on appelle ça attraper un couteau qui tombe. Et l'image est parlante, parce que si vous tendez la main pour attraper un couteau en pleine chute, vous allez vous couper. Quatrième erreur, c'est de ne pas être diversifié. Parce que si vous avez tout misé sur un seul secteur, disons la technologie, et qu'un crack frappe particulièrement ce secteur, vous n'avez plus aucun amortisseur. La diversification, c'est pas de la lâcheté, c'est de l'ingénierie de portefeuille.
Elle ne supprime pas le risque, mais elle évite qu'un seul choc détruise tout ce que vous avez construit. Et la cinquième erreur, c'est suivre les médias comme une boussole. Les médias d'information sont structurellement optimisés pour la peur. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce que la peur, en fait, attire l'attention et l'attention vend de la publicité. En 2020, si on reprend, les titres annonçaient la fin de l'économie mondiale. En 2022, ils annonçaient une récession historique. Chaque crack est présenté comme différent de tous les autres, et pourtant le marché a rebondi à chaque fois. Donc utiliser les médias comme boussole de décision d'investissement, c'est confier votre avenir financier à quelqu'un dont le business model repose sur vous faire peur. D'ailleurs, il y a une étude d'Albar Quantitative Analysis of Investor Behavior de 2023 qui montre que chaque année depuis 30 ans, l'investisseur moyen sous-performe l'indice du S&P 500 en 2022 de 5,5 points de pourcentage. Et la principale raison identifiée, ce sont les décisions émotionnelles d'entrée et de sortie du marché au mauvais moment. L'ennemi de la performance, c'est donc le comportement de l'investisseur lui-même. Et donc maintenant, voici ce que personne ne vous dit, c'est que les investisseurs qui profitent des cracks n'improvisent pas pendant le crack. Ils avaient préparé leur plan avant et ils exécutent pendant. Donc, le crack n'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment d'exécuter un plan qu'on a construit à tête reposée. Concrètement, ça ressemble à quoi? Avant qu'un crack arrive, vous devez et vous construisez ce qu'on appelle une liste de convictions. C'est-à-dire que ce sont des entreprises que vous avez analysées, que vous comprenez, dont vous admirez le modèle économique, mais dont le prix actuel vous semble trop élevé. Vous notez le prix auquel vous seriez acheteur et vous attendez. Et quand le crack arrive et que tout le monde panique, vous ne posez pas la question est-ce que j'achète? Vous posez simplement la question est-ce que le prix est arrivé là où je voulais acheter? Si oui, vous achetez, sans émotion, sans regarder les infos, sans demander à quelqu'un de votre famille son avis. C'est exactement d'ailleurs ce qu'a fait Warren Buffett en 2008. Pendant que tout le monde criait à l'apocalypse financière, il investissait des milliards dans Goldman Sachs, Bank of America, General Electric. Non pas parce qu'il aimait la crise, mais parce que ces entreprises étaient sur sa liste et que leur prix venait enfin d'atteindre ses critères d'achat. Il y a aussi une règle pratique simple, gardez toujours une réserve de cash disponible. Pas tout votre argent, mais une portion de 10 à 20% selon votre profil que vous ne touchiez pas en période normale et qui devient votre munition quand les opportunités arrivent. Un investisseur sans cash pendant un crack, c'est comme un chasseur sans cartouche pendant la saison des chasses. D'ailleurs, il y a une référence que j'aime bien, c'est que c'est de Warren Buffett lors de sa lettre aux actionnaires de Berkshire de 2008. Il disait les opportunités arrivent rarement et quand il pleut de l'or, sortez le seau, pas le dé à coudre. Et pendant la crise de 2008, Berkshire Hathaway, pour rappel, a déployé 15,6 milliards de dollars en 3 semaines. Buffett avait constitué cette réserve de cash exactement pour ce type de moment. Bon, maintenant, on dit qu'il faut pas acheter n'importe quoi pendant un crack. Mais alors, comment distinguer une belle entreprise temporairement massacrée par la panique d'une entreprise qui mérite d'être massacrée? Il y a 4 questions simples à se poser avant d'acheter pendant une crise. D'abord, est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Une entreprise profitable en période normale a beaucoup plus de chances de traverser une crise qu'une entreprise structurellement déficitaire. Si elle ne faisait pas de profit avant le crack, la crise va l'achever. Deuxièmement, est-ce que sa dette est gérable? Parce que la dette, c'est l'ennemi numéro 1 pendant une crise. Une entreprise très endettée peut faire faillite non pas parce que son business ne fonctionne plus, mais simplement parce qu'elle ne peut plus rembourser ses créanciers. Une règle simple, regardez par exemple le ratio dette net sur EBITDA. En dessous de 2, c'est généralement sain, vous me remercierez. Question 3, c'est est-ce que le problème est-il conjoncturel ou structurel? Par exemple, Amazon a perdu 90% de sa valeur après la bulle Internet en 2000. Mais son modèle économique n'était pas brisé, la logistique X n'avait pas disparu. C'est un problème de valorisation, pas de business. À l'inverse, Kodak a perdu 90% parce que son modèle économique, la pellicule photo, était structurellement mort. 2 chutes de 90%, 2 réalités complètement différentes. Quatrième question, c'est comprenez-vous vraiment ce que fait cette entreprise? Warren Buffett a dit une règle, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Pendant la panique, vous n'avez pas le temps d'apprendre et si vous ne comprenez pas l'entreprise avant le crack, vous ne pouvez pas évaluer si la baisse est une opportunité ou un avertissement. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Mais que votre cerveau est câblé pour perdre de l'argent en bourse. Ouais, c'est comme ça, c'est pas de votre faute, c'est de l'évolution. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez le recadrer. Parce que les cracks ne sont pas des anomalies, ce sont des événements réguliers, prévisibles dans leur existence, même si imprévisibles dans leur timing et qui ont toujours, dans les grandes économies stables pour le moins, précédé de nouveaux plus hauts historiques. Les investisseurs qui gagnent sur le long terme ne sont donc pas ceux qui prédisent les crises, ce sont ceux qui ont un plan, une liste d'entreprise de qualité, une réserve de cash et qui exécutent leur plan froidement pendant que les autres paniquent. Donc la prochaine fois que les marchés plongeront et que tout le monde autour de vous sera convaincu que cette fois c'est différent, souvenez-vous d'une chose, c'est ce que pensaient les gens en 29, en 1987, en 2000, en 2008, en 2020, et à chaque fois ils avaient tort. Le crack n'est pas seulement un test pour votre portefeuille, c'est un test pour votre psychologie. Et ceux qui le réussissent ne sont pas plus intelligents, ils sont juste mieux préparés. Et maintenant la question pratique, comment construire cette fameuse liste de convictions dont on a parlé? Comment identifier les entreprises qui ont toutes les qualités qu'on cherche? Profit solide, une dette maîtrisée, une valorisation des côtés, des dividendes attractifs avant que le prochain crack arrive. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a créé avec Value Investing Screener. J'ai créé une formation gratuite et disponible sur ma chaîne, je vous mets le lien en description. Et grâce à notre logiciel, on filtre aussi des critères de qualité et de valorisation très précis et on remonte uniquement les entreprises qui méritent d'être sur une
analyse de conviction. La formation est gratuite et en lien. Et donc, si cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle l'a été, un like, un partage à quelqu'un qui en a besoin et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'est Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.